Roronoa Zoro est l'un de mes personnages préférés du manga One Piece. Il est tellement badass, méritant et charismatique que certains, hélas, considèrent qu'il est un personnage qui subit trop de fanservice. Je ne suis personnellement pas d'accord car je trouve que le personnage répond juste aux attentes de ses fans par rapport à comment il a été construit. Zoro a toujours été un personnage charismatique et badass et il continue de l'être tout simplement. Et il y a un peu une nouvelle tendance en ce moment, c'est de critiquer les actions de Zoro à Onigashima au lieu de les féliciter. Zoro est en train de faire des exploits incroyables, des exploits qui montrent pourquoi il est le second du futur seigneur des pirates et le futur meilleur sabreur du monde. Mais malgré cela, il est critiqué comme quoi ce serait Enma qui le carry. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler de deux choses. Dans une première partie, on va parler du cas Enma à Onigashima et dans la seconde, on va plutôt parler de la suite des événements pour Zoro après le chapitre 1009 au vu de son état. Pour cette vidéo, j'ai décidé de reprendre un ancien format et de le remettre à jour, c'est-à-dire le format pure facecam où je n'écris pas la vidéo dans le but de devoir m'exercer à m'exprimer correctement, oralement, directement à la caméra, comme si je te parlais face à face. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser le gomu gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Et c'est parti donc pour parler du cas de Zoro en deux parties. La première sur Enma, comme j'ai dit, la seconde sur Zoro Onigashima, après le chapitre 1009. Pour le cas d'Enma, il y a hélas deux catégories, ceux qui pensent que Zoro est carry par Enma et ceux qui ne le pensent pas. Je fais partie bien évidemment de ceux qui ne le pensent pas. Pourquoi ? Eh bien je vais avancer plusieurs arguments par rapport à ça. Tout d'abord, eh bien parce qu'Enma est une lame comme les autres qui font partie du classement, donc comme toutes les Wasamono. Bien évidemment, elle est rare, bien évidemment, elle fait partie des Owasamono, bien évidemment, elle est unique, comme toutes les autres lames de ce classement. Alors oui, elle a des caractéristiques spéciales, encore une fois, comme toutes les lames de ce classement. Et pour prouver mes dires, je vais utiliser Tashigi directement à Lockdown, puisqu'elle a un carnet qui répertorie et définit et explique les caractéristiques de chacune des lames qui font partie donc de ce dit classement des Wasamono. Nous avons les 50 Ryo Wasamono, les 21 Owasamono et les 12 Saijo Owasamono. Zoro le prouvera d'ailleurs en appuyant sur le fait que même si le Sandai Kitetsu est d'une catégorie inférieure à Wado Ishimonji, eh bien il doit faire plus attention lorsqu'il l'utilise parce que Wado Ishimonji est d'une nature très calme et donc elle est facile à être utilisée, elle n'a pas de caprice ou quoi, alors que la Sandai Kitetsu est une lame très capricieuse et si Zoro ne fait pas attention, il se retrouvera à découper beaucoup plus qu'il ne le désire. Il doit donc faire toujours attention lorsqu'il utilise Sandai Kitetsu et donc il a dû apprendre à la maîtriser. Zoro dira aussi notamment de Shusui qu'il s'agit d'une lame très très lourde, donc elle a ses propres caractéristiques encore une fois, et qu'elle est elle est extrêmement résistante. Il dit que même si un dinosaure lui marche dessus ou lui fonce dessus, la lame en ressortira indemne. Et Enma a aussi ses propres caractéristiques, dont le fait qu'elle absorbe le haki de son utilisateur pour le rejeter d'une manière assez brutale et assez puissante. Ainsi, Enma est une Owasamono à vocation très offensive, alors que Shusui est une Owasamono à vocation plutôt défensive. Si Shusui est répertorié comme une lame Owasamono, c'est surtout pour sa résistance, et si Enma est répertoriée comme une lame Owasamono, c'est surtout pour ses capacités à reproduire le haki, à rejeter le haki de l'utilisateur de manière brutale. Et Hitetsu Tengiyama définit très très bien donc ce principe de Enma, et il est bien mis en avant que Enma ne crée pas du haki, elle ne crée pas une nouvelle puissance pour l'utilisateur de la lame, elle ressort le haki que nourrit l'utilisateur à la lame. Donc si Zoro n'utilise pas X quantité de haki, Enma ne fait rien. Et c'est pour ça que le mérite revient donc à Zoro. Ça c'est déjà le premier point, montrer que Enma est certes unique, a certes ses capacités, comme toutes les Wasamono dans le monde de One Piece. Cela ne fait pas d'Enma une lame qui peut carry quelqu'un tout simplement. Ça c'est donc le premier point. Le deuxième point, Zoro s'est entraîné avec Enma, il a appris à la maîtriser, et seules deux personnes connues dans le monde de One Piece ont maîtrisé Enma à ce jour, Oden, une légende dans One Piece, et Zoro au jour actuel. Donc le fait qu'ils sont que deux, que personne n'a réussi entre les deux ou avant Oden, ou en tout cas on en connaît Oden, et qu'il y a une réputation autour de ça, prouve que la lame est difficile à manier, comme le fut Shusui pour la première fois pour Zoro. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le fait que Zoro arrive à la manier prouve qu'il a dû s'entraîner, prouve qu'il a dû s'améliorer et prouve qu'il s'agit encore une fois d'un mérite qui lui revient totalement. Enma permet donc ainsi à Zoro de créer un raccourci dans sa façon d'utiliser le haki, c'est-à-dire qu'il a plus facile à utiliser son haki de manière brutale, offensive, mais cela ne veut pas dire qu'Enma permet à Zoro de faire des exploits qu'il ne pourrait pas faire. Entre guillemets, entre parenthèses, pour donner un exemple, donne Enma à un autre épéiste, moins fort que Zoro,
il ne sait pas l'utiliser comme Zoro, il n'est pas capable de mettre le coup de pression à Big Mom et Kaido, etc. Donc le mérite revient majoritairement à Zoro. Bien évidemment, Enma est un power-up, donc elle aide Zoro à devenir plus fort, comme le fut Sandaki Tetsu Yubashiri à Lockdown, comme le fut Shusi à Thriller Bark quand elle remplace Yubashiri, et là, aujourd'hui, elle lui permet de devenir plus fort offensivement. C'est quelque chose que Zoro avait besoin, c'est donc cohérent dans l'histoire, et j'ai été l'un des premiers à dire que l'introduction d'Enma était pour moi trop rapide et bâclée. Pourquoi ? Parce que, et je le dis clairement, comme je l'ai dit à l'époque et aujourd'hui je le redis, parce que certains m'ont mal compris quand j'avais sorti la vidéo sur le sujet, mais je ne dis pas qu'Enma est un mauvais power-up, je ne dis pas que le traitement de Zoro ou de Enma est mauvais, je dis que l'introduction est trop rapide et trop bâclée. Et je vais donc expliquer pourquoi. Le premier point, c'est les négociations entre Hiyori et Zoro, où certains peuvent pointer une incohérence, puisque Hiyori dit que Enma est la seule lame capable de trancher Kaido, alors que Kaido avait une cicatrice en croix, et donc Ameno Habakiri a aussi tranché et laissé une cicatrice sur le corps de Kaido. Ça, c'est le premier point. Alors là, c'est avant Onigashima, donc on ne savait pas que les fourreaux rouges pourraient entailler Kaido, etc. Donc c'est une autre histoire, ça ne crée pas d'incohérence vis-à-vis de ça. On parle au moment précis où Hiyori négocie avec Zoro. Et hélas, il n'y a pas de réponse dans le manga vis-à-vis de ça, car Oda a été très rapide. On peut, en tant que lecteur et analyste, trouver deux potentielles réponses vis-à-vis du fait que c'était des négociations. La première étant que Hiyori devait valoriser Enma du mieux qu'elle pouvait pour que Zoro accepte le troc. C'est le principe des négociations. Je vais essayer de mettre en avant mon produit, comme ça tu es plus intéressé par l'idée de les échanger. C'est le principe du troc donc, tout simplement, et ça a fonctionné. La seconde possibilité est que Hiyori ne voulait pas risquer de mettre l'héritage de son frère Momonosuke en jeu. Si Hiyori avait dit que les deux lames étaient capables de trancher Kaido, il est possible que Zoro aurait voulu prendre les deux, puisque Hiyori, j'imagine qu'elle n'avait pas totale confiance en Zoro à ce moment-là. Bien évidemment, elle avait confiance en lui, mais bon, ça reste un inconnu qu'elle a rencontré quelques heures, voire 1 ou 2 jours auparavant. Donc c'est pas possible d'être entièrement confiante et de risquer l'héritage de son propre frère pour récupérer le trésor national. Donc c'est même pas pour elle qu'elle le fait, mais pour le pays. Donc y a moyen de répondre un peu à ça. Et le deuxième point de pourquoi j'avais dit que c'était bâclé, c'est parce que juste tout à l'heure, donc précédemment dans la vidéo, je vous ai expliqué, j'ai un peu zozoté, mais je vous ai expliqué comment fonctionne Enma. Mais dans le monde de One Piece en général, Oda s'arrête très rarement à comment fonctionne Enma, à comment fonctionne telle chose. Il va jusqu'à définir pourquoi ça fonctionne ainsi. Et il ne l'a pas fait pour Enma. Alors je ne dis pas que c'est trop tard, parce qu'il est possible que cela vienne à la fin de l'arc Wano Kuni avec Hitetsu Tenguyama qui revient dessus, mais c'est quelque chose qui est pour moi important, et je pense que, bon, après ça peut être dans un databook, ça peut être dans un SBS, ça peut être dans une vivre card, mais je trouve que ça aurait été intéressant d'en parler lorsque Hitetsu donne Enma à Zoro. Parce qu'on sait qu'elle a été forgée par le même forgeron que la Wado Ishimonji, donc Shimotsuki Kozaburo, mais on ne sait pas pourquoi elle est autant différente de la Wado Ishimonji. C'est une lame sœur, alors que la Wado Ishimonji est une lame calme, machin, etc., comme le dit Zoro à Whiskey Peak. Enma est une lame gourmande, brutale. Et c'est quoi la différence ? Moi j'aimerais savoir, et c'est pour ça que j'ai dit que l'introduction était mauvaise dans le sens où elle est bâclée, trop rapide. En aucun cas j'avais critiqué le fait que Zoro allait utiliser Enma ou quoi, pour moi c'était cohérent et pour moi ça m'avait permis de valider ma théorie comme quoi Zoro serait face à Kaido, etc. Voilà, donc là on a terminé la première partie de la vidéo sur le cas d'Enma, et on va pouvoir parler donc de Zoro à Onigashima. Avec tout ce que j'ai dit avant, on peut dire que tous les exploits de Zoro à Onigashima, le mérite lui revient de droit. C'est normal, c'est Zoro qui l'a fait, un autre samouraï à sa place, pas sûr qu'il aurait fait pareil. Mais le problème est que il a fait une masterclass dans le chapitre 1009, une masterclass incroyable, une masterclass qui permet de sauver l'Alliance tout simplement, une masterclass qui est pour moi du même niveau que celle de Thriller Bark, lorsqu'il se sacrifie pour sauver Luffy, puisque là c'est plus ou moins pareil, mais c'est une masterclass qui lui coûte énormément. Ça lui coûte énormément en quoi ? En haki, et ça le met dans un état très affaibli. Il a pris énormément de dégâts. Même s'il y est resté qu'un instant, on parle de d'une attaque combinée de 2 empereurs. Donc c'est quelque chose quand même niveau 1000. C'est niveau 1000 ce que Zoro il a pris. Et de ce fait, il est possible de théoriser maintenant sur ce qui va se passer pour Zoro dans la suite de l'arc. Et c'est ça la deuxième partie de la vidéo.
Donc on va commencer par théoriser sur donner les plusieurs possibilités selon moi et après on pourra un peu les développer. La première est que Zoro soit HS durant la fin de l'acte 3 s'il y a acte 4, mais en tout cas il sera pour moi HS potentiellement momentanément, c'est-à-dire que pendant un moment Zoro ne pourra plus combattre, soit à cause de la fatigue accumulée, soit à cause des dégâts subis, soit à cause du haki utilisé. On sait que, et Zoro le dit lui-même, qu'il devait utiliser des énormes quantités de haki pour pouvoir utiliser Enma de manière pro-efficiente, efficace. Mais voilà, ça a un coût. Lorsque Luffy utilise le Gear Force, il a un timer. Et là, Zoro a utilisé une énorme quantité de haki pour protéger ses lames, puisqu'il ne doit pas les laisser se briser, ni s'émousser, ce serait la honte pour un épéiste. Donc pour protéger ses lames et pour se protéger lui-même, sinon il aurait été désintégré sur place. Donc la quantité de haki que Zoro a dû utiliser est énorme et pas sûr qu'il puisse utiliser Enma à plusieurs reprises à 100% de ses capacités. Il est donc possible que Zoro entaille Kaido d'une manière assez considérable, méchamment, massivement, mais qu'après cela, soit Zoro soit HS pour le reste du combat de Supernova contre Kaido, il aura de toute façon réalisé son objectif, c'est-à-dire blesser Kaido comme il faut, soit il sera HS pendant un moment. Et du coup, il sera peut-être le premier, voire le deuxième à tomber des Supernova. Le premier potentiellement étant... l'autre premier potentiel étant Killer. Pourquoi Killer ? Tout simplement parce que Killer, je pense qu'il prend un coup, il est HS. Et du coup, ça pourrait quand même donner un peu encore plus de mérite à Zoro, pas un peu, mais encore plus de mérite à Zoro, puisque malgré tout, il ne sera pas le premier vice-capitaine à tomber. C'est pas que c'est une honte pour les Mugiwara, mais voilà, c'est One Piece. On suit les Mugiwara majoritairement, donc ce serait logique qu'il ne soit pas le premier vice-capitaine à tomber, étant le vice-capitaine des Mugiwara. Mais même si le premier vice-capitaine a tombé, ça reste cohérent au vu du sacrifice qu'il a fait dans le chapitre 1009, bien évidemment. Moi, je parle juste d'un point de vue scénaristique. Donc voilà, et donc la possibilité qu'il y a, c'est que Zoro puisse tomber du toit de Nigashima au rez-de-chaussée, être soigné par Chopper, et soit de recommencer son ascension pour retourner sur le toit. Donc là, il est possible qu'il tombe sur King, mais moi j'y crois vraiment zéro parce que il sera affaibli, il aura déjà blessé Kaido, ça fera un peu too much. Soit il restera du coup au rez-de-chaussée dans un rôle beaucoup plus soutien derrière parce qu'il a été déjà majoritairement efficace. Il aura déjà fait son rôle en fait. Quand il sera en bas, il aura déjà fait tout ce qu'il doit faire tout simplement. C'est pas en mode il a mal géré ou quoi. C'est un peu comme contre Oz. Moi j'imagine vraiment le combat contre Kaido un peu comme contre Oz. C'est-à-dire que l'un à la suite de l'autre, les Supernova vont tomber et à la fin il restera que Luffy, potentiellement Gear 5 face à un Kaido très affaibli par le combat contre les 5 et Luffy qui gagne alors que lui aussi est giga affaibli aux portes de la mort. Un combat magnifique, Luffy qui arrive à son objectif. Donc, il est possible que Zoro ne reste pas jusqu'à la fin du combat sur le toit. Soit il sera HS tout simplement, soit il devra donc descendre et avoir un autre rôle. Mais je trouverais ça stylé et pas insultant pour le personnage de Zoro après tout ce qu'il a fait tout simplement. Donc ça c'est le premier point. La deuxième possibilité est qu'il va être juste à court de haki momentanément et qu'il va un peu comme Luffy courir un peu partout, survivre comme il peut et puis revenir en force. Ça bien évidemment c'est possible, ça répond hélas qu'à une question, c'est la question du haki et pas la question de son état physique. Et même si on sait que Zoro est giga résistant et giga endurant, c'est l'un des points soulignés par Chopper à Thriller Bark, je ne pense pas qu'il puisse continuer à combattre un empereur dans cet état très longtemps, tout simplement. Ensuite, comme j'ai dit, s'il y a un acte 4, parce que beaucoup pensent que c'est assuré qu'il y a un acte 4, mais c'est absolument pas officiel, même si les théories sont assez logiques sur le fait, moi j'aime toujours dire si, parce que on ne peut pas se permettre de dire que ça va se passer comme ça, après il y aura des déçus, alors que ça n'a jamais été officialisé. Mais s'il y a un acte 4, il est possible qu'il disparaisse vers la fin de l'acte 3, et qu'il revienne vers le début de l'acte 4 pour marquer le fait de pourquoi Oda utilise plusieurs actes, parce que sinon je vois pas comment Oda pourrait justifier d'une manière scénaristique l'utilisation d'un quatrième acte, alors que ça détruirait un peu la situation, la tension dans laquelle la situation de Nigashima se trouve actuellement. Voilà pour moi les deux possibilités par rapport à la suite des événements pour Zoro à Onigashima. Si le sujet, la façon dont il a été traité t'a plu, si t'as des critiques à faire, n'hésite pas à les faire dans les commentaires, laisse ton avis aussi sur le sujet en commentaire. Si la vidéo t'a plu, lâche le gomu pouce bleu. Encore une fois, je fais ce format car ça me permet de faire beaucoup plus de vidéos et de m'exercer oralement, donc c'est gagnant-gagnant. Vous avez plus de vidéos, moi je m'améliore.
L'objectif étant de pouvoir vous proposer donc beaucoup plus de vidéos, possiblement une vidéo tous les jours, voire tous les 2 jours, sans pour autant que les vidéos montage, voix off, etc. disparaissent. Celles-là, elles vont sortir comme elles devaient sortir, donc ça ne change rien. C'est juste celle-ci, c'est juste que ma chaîne sera beaucoup plus active, tout simplement. J'ai d'ailleurs même un peu changé la bannière, j'ai mis une nouvelle PP, etc. pour un peu reprendre bien comme il faut. Donc n'hésite pas à laisser le goum goum no pouce bleu. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour me soutenir. N'hésite pas aussi à aller voir ma vidéo sur le haki, c'est une énorme vidéo, la meilleure sur ma chaîne je pense. C'est ma vidéo qui a signé mon retour, une vidéo où je traite en long, en large, en détail, au gramme si vous voulez, n'importe quelle expression, mais je parle vraiment du haki en profondeur avec des théories dedans et tout. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à foncer. Moi je te dis à la prochaine, très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Yams, El Psy, Congolais.